Super. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Alors après avoir traité la prise en charge judiciaire des violences, après avoir traité la détection dans le milieu scolaire notamment, nous auditionnons aujourd'hui des représentants d'associations. Alors nous accueillons Aude Lafitte, présidente, et maître Sylvie Vernassière, avocate d'Action contre les violences infantiles. Nous accueillons également Jeanne Ferré et Emmanuel Vinayagassourdiram, et je suis désolée si j'ai un peu écorché votre nom, responsable de formation à l'Association nationale des comités de vigilance Alexis Danan. Et nous auditionnons Gilles Lazimi, président, et Céline Kellen, directrice générale de Stop VO, Enfance sans violence. Les chiffres des violences commises sur les mineurs sont édifiants, nous le savons tous, que ce soit ceux des violences physiques. Chaque semaine, on le rappelle, un enfant meurt sous les coups de ses parents, ou ceux qui sont victimes de violences sexuelles, notamment selon la Civis, chaque année, 160 000 enfants seraient victimes de violences sexuelles, dont 77% au sein de leur famille. Quant aux violences éducatives ordinaires, en 2019, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire estimait que ces violences étaient pratiquées par 85% des parents. Et c'est pourquoi je me félicite de l'adoption de la loi du 10 juillet 2019 visant à interdire ces violences dites ordinaires, même si, effectivement, cette violence n'est pas complètement éradiquée et que trop peu de parents ne le savent pas encore. Nous avons également vu que ces violences peuvent s'exercer de diverses manières, physiques, sexuelles ou par des humiliations, d'où l'intérêt, effectivement, de ce nouvel article qui prévoit, et je le rappelle, je le dis en toutes lettres, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Il pourra d'ailleurs être intéressant de savoir si vous pensez à un moment qu'il faudra qu'on en passe peut-être par un renforcement de juste cette, j'allais dire, cette volonté qui est dans le code de la loi. On a également mis en place un plan de lutte contre les violences faites aux enfants qui prévoit d'intégrer la sensibilisation dans les entretiens prénataux et de mentionner cette loi dans le carnet de grossesse et de santé pour essayer d'arranger également les choses. Prévenir également le syndrome du bébé secoué est également au cœur des priorités gouvernementales. En janvier 2022, une campagne nationale de sensibilisation avait été lancée et plusieurs centaines d'enfants, malheureusement, en sont encore victimes, dont 1 sur 2 décèdent et 3/4 présentent des séquelles graves neurologiques. Le plan des 1000 jours vise bien entendu à sensibiliser les parents et à les accompagner dans leur parentalité. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir avec vous si vous avez des propositions pour accompagner ces parents en prévention de ces gestes sur les bébés, puisque ce n'est pas que des parents maltraitants qui peuvent en arriver à un moment ou à un autre à secouer leur bébé d'épuisement ou autre, mais peut-être que vous me direz le contraire, et c'est tout l'intérêt aussi de cette audition, que vous puissiez nous dire le contraire. Enfin, je souhaiterais évoquer avec vous la question des négligences, souvent occultées, car difficiles à définir et à évaluer. La jurisprudence les qualifie plutôt de défaut de soins ou de carence. Or, on sait que les conséquences sur les enfants sont parfois terribles, notamment en termes de troubles somatiques, neurologiques, cognitifs, et donc qui obèrent leur avenir. Voilà pour cette partie introductive. Je vais vous laisser dans un premier temps faire un rapide propos d'introduction. On va vous laisser, j'allais dire, entre 7 et 8 minutes par association, et après mes collègues poseront des questions et vous pourrez bien entendu reparler après, ne vous inquiétez pas. Mais pour, j'allais dire, lancer le sujet, 2 petites questions. Est-ce que vous constatez, vous, une évolution des comportements des parents ? Est-ce que vous sentez une prise en compte des violences ? Comment on peut mieux les sensibiliser ? Et puis, par ailleurs, comment doit-on mieux former toutes les personnes qui sont en lien avec les enfants, la petite enfance bien sûr, mais aussi les autres professionnels, je pense que c'est important. Voilà pour cette partie introduction. Je vous laisse du coup commencer. Je ne sais pas, on va commencer de ce côté-ci. Donc je vous dis, on va faire 7 à 8 minutes par assaut en introduction, et puis après on fera les questions-réponses. Merci.
Merci. Merci pour votre invitation. Aucune forme de violence ne devrait être faite à l'enfant. Aucun enfant ne devrait vivre avec les conséquences psychologiques, physiques, familiales, scolaires et sociales qu'elle engendre. La prévention est une clé. Notre association, des comités de vigilance Alexis Danan, est née de l'histoire personnelle de notre présidente, Laurence Brunet-Jambu, qui a fait face aux méandres du système français à tout niveau d'intervention, communal, départemental, judiciaire, médical, pour sauver sa nièce, Karine, des griffes d'une famille très maltraitante. Karine est devenue sa fille aujourd'hui, après plus de 20 ans de combat. Ce qui l'a amenée à chercher des programmes innovants pour prévenir de la violence sexuelle et pour accompagner la parole des enfants en justice. Notre présidente rencontre alors, au CIFAS, Congrès international francophone sur l'agression sexuelle, la professeure émérite au département de psychologie de l'Université de Montréal, Mireille Cyr, qui est également auteure du recueil de la parole de l'enfant témoin aux victimes, de la théorie à la pratique, et de l'adaptation du protocole NICHD, ou NICHD en français, et qui lui conseille alors de rencontrer des partenaires québécois, les partenaires québécois d'aujourd'hui. La Fondation Marie-Vincent, pour leur programme de prévention et d'intervention en violence sexuelle auprès des enfants, en formant les professionnels et adultes qui gravitent autour des enfants en milieu de l'éducation, de la santé, des services sociaux, de la petite enfance, des organismes communautaires, ainsi que du secteur socio-judiciaire. Et le CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de l'Outaouais, dont les actions visent à outiller les victimes ou témoins d'actes criminels afin de leur permettre de traverser les difficultés engendrées par l'acte criminel. Et leurs équipes ont récemment créé le protocole témoin-enfant pour accompagner la parole en justice. Nos missions, former et sensibiliser les professionnels, écouter et accompagner les victimes et leurs proches, soutenir les plus précaires avec nos boutiques solidaires. Nos 2 formations, issues de ces partenariats, donc, et adaptées au système français. Pour la première, Lanterne, prévention des violences sexuelles par l'éducation à la sexualité et promotion des relations égalitaires. C'est un programme qui répond au déploiement des mesures du plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027, auquel l'association a participé à son élaboration sur le volet formation des professionnels. Au départ, Lanterne s'implante sur le territoire d'Ille-et-Vilaine en formant les professionnels des écoles, des gendarmes, grâce à une subvention du ministère des Solidarités. Aujourd'hui, il s'étend sur toute la Bretagne et sur d'autres territoires au niveau national par le biais donc, des appels à projets. Deuxième formation, dite Calliope, c'est l'adaptation du programme québécois Témoin-Enfant, accompagnement de la parole des enfants victimes ou témoins en justice. Ce programme répond à la 53e préconisation de la Civise, assurer la préparation et la protection du mineur victime au procès, en s'inspirant donc de ce dispositif témoin-enfant. Nous menons des démarches actuellement de partenariat avec des associations de victimes pour les former, pour former leurs équipes. Notre devise, ensemble, construisons une communauté protégeante pour nos enfants. Notre mot d'ordre, former les professionnels du terrain pour leur permettre d'agir tous les jours et être acteurs, des acteurs avertis sur la protection de l'enfance. Merci. Je vais compléter le propos sur les... Parce que en tant que responsable de formation, je vais expliciter un peu plus sur les programmes. Donc nous avons effectivement Lanterne pour la prévention et Calliope pour l'accompagnement. Le souhait que l'on a dans l'association, c'est avant tout de former les professionnels, comme l'a dit ma collègue. Pourquoi ? Parce que on ne souhaite pas mettre des intervenants supplémentaires auprès des enfants. Donc nous, le souhait, c'est vraiment de former les professionnels qui sont déjà sur le terrain et qui sont repérés par les enfants comme personnes de confiance. Nous avons donc formé effectivement des gendarmes qui font de la prévention. Nous avons formé des enseignants. Nous avons également formé depuis des psychologues, des médecins, des assistantes sociales, des puéricultrices. Et le retour, il est particulièrement efficient. On est
très contents de ce retour. On sait aussi que les professionnels qui ont été formés sont formés à l'accueil de la parole et au recueil pour les gendarmes, ce qui permet d'avoir, bien quand on va auprès des enfants et qu'on fait de la prévention, eh bien, il y a une parole qui se libère et ça permet d'avoir des professionnels qui sont aussi formés à accueillir cette parole. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des associations qui vont au sein des écoles, qui font un peu de prévention, repartent, et puis il y a des enfants qui parlent et personne ne fait rien de cette parole. Donc c'est important d'avoir une formation et notamment par rapport aux enseignants, eh bien, de les outiller et pas de les laisser seuls avec cette parole. Donc on n'a pas de doute sur l'efficience aussi parce que ces programmes, que ce soit Lanterne ou Calliope, ils ont nécessité une recherche de plusieurs années. Et donc on n'a pas réinventé l'eau chaude, on est allé chercher quelque chose qui était déjà efficient et qui avait, où des études avaient été menées, il y a eu des recensements et donc on savait déjà que ce serait efficient. Concernant notre programme Calliope, pareil, on a aussi des retours qui sont assez impressionnants, des retours de professionnels, de la justice par exemple, qui nous disent à quel point la parole elle est fluide, elle est assurée, que les personnes se sentent mieux, les enfants, les enfants, mais on accompagne aussi des adultes. Et cette parole, elle permet aussi, elle évite une survictimisation. Et puis, elle permet aussi d'être reconnue et de pouvoir aller au-delà et de se reconstruire après. Donc aujourd'hui, notre difficulté, c'est que comme ce programme commence à être reconnu, eh bien, on a beaucoup d'associations, y compris la Civis, qui nous envoie des victimes à prendre en charge. Et en fait, la prise en charge, elle est lourde. Donc ça, elle a un coût. Les bénévoles, ils font ce qu'ils peuvent, mais à un moment donné, on sait tous ce que c'est, le bénévolat. Et forcément, la formation, elle est longue. Nos formations, ce sont des formations actions, donc avec vraiment de la mise en pratique, des études de cas, de l'évaluation. Elles vont bientôt être déposées sur France Compétences. Donc on tient à ça, on tient à avoir de la formation qui soit qualitative. Donc ça, c'est notre difficulté du jour. Et puis, je ne sais pas s'il nous reste du temps. Oh. Je voulais aussi ajouter qu'on voit beaucoup de programmes qui se créent, de nouvelles choses qui se créent constamment. C'est dommage parce qu'on vous l'a dit, on est allé chercher des programmes qui existaient déjà. On voit qu'il y a des associations qui font des choses formidables et on revoit constamment des nouvelles choses qui se font. Si vous prenez les flyers de Stop VO, ils sont formidables, ils sont bien conçus, on voit que ça a été réfléchi et on revoit des nouvelles choses constamment qui se font et c'est dommage en fait. Donc là, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vraiment être plus dans le partenariat, d'aller co-construire avec les autres associations et plutôt que de se regarder de loin et puis de se tirer la couverture à soi, excusez-moi de l'expression, mais c'est un petit peu ça qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et sur la formation, je voudrais quand même rajouter que la Civis nous disait que sur 10 professionnels qui accueillent une parole, il y en a quand même 6 aujourd'hui qui ne font rien de cette parole. D'où la nécessité de former les acteurs du terrain. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole côté avis. Oui. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et votre écoute. Alors, nous sommes l'association AVI, ça veut dire Action contre les violences infantiles, et on lutte contre toutes les violences à l'encontre du jeune enfant, donc le 0-3 ans. Alors, pourquoi ce focus sur le 0-3 ans ? Parce qu'aujourd'hui, nos tout-petits meurent en France en 2024 du fait des violences, et que le tout-petit n'est pas un enfant comme les autres, du fait de son extrême vulnérabilité et de sa totale dépendance pour sa survie, laquelle dépend de l'adulte qui est censé prendre soin de lui. Il ne peut évidemment pas se défendre, mais il ne peut pas non plus dénoncer les violences dont il est victime,
parce qu'il n'a pas encore ou très peu accès à la parole. À l'heure où les regards sont braqués sur la libération et le recueil de la parole de l'enfant, et où les actions de prévention sont menées à l'école, le moins de 3 ans passe sous tous les radars. Il est depuis toujours, ce tout petit, l'angle mort des campagnes de prévention, et encore une fois, le grand oublié du plan de lutte 2023-2027. Alors, parmi les violences dont le tout petit est victime, la plus mortelle est la violence du bébé secoué. Vous en avez parlé en introduction. La prévention actuelle n'est clairement pas satisfaisante au regard des chiffres qui ne baissent pas, et pire encore, qui augmentent à certaines périodes. Et en 2021, on a observé un doublement des cas de bébés secoués au niveau national et une mortalité multipliée par 9 en région parisienne. Ce qui a longtemps été traité comme une succession de faits divers ne peut plus être considéré ainsi de par l'accumulation des cas, car on parle de 500 cas de bébés secoués chaque année en France. Officiellement du moins, car sur ce chiffre, tous les experts s'accordent à dire qu'on est dans une sous-évaluation. Alors sur ces 500 bébés maltraités, 20% décèdent et les 3/4 des survivants garderont des séquelles pour la vie entière, avec des handicaps parfois très lourds. Dans les cas les plus graves, donc ce sont des enfants qui ne parleront jamais, ne marcheront jamais, ne seront jamais en capacité de s'alimenter tout seuls. On l'a vu, le coût humain est désastreux, mais le coût financier de cette violence est faramineux. C'est une violence qui coûte à l'État français plus d'1 milliard d'euros. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres du Fonds de garantie des victimes. Pourtant, une fois l'émotion passée, on banalise tous cette violence, facilement excusée en l'imputant aux pleurs d'un nourrisson ou aux besoins exigeants de ce tout petit, et non à l'absence de maîtrise par l'adulte de ce comportement et de sa violence. Les violences sur le 0-3 ans ne peuvent plus être considérées comme les conséquences d'une parentalité dite difficile. On est loin de la réalité. Déjà parce que les premiers auteurs, ce sont les papas, qui paradoxalement passent le moins de temps avec ce nourrisson. On le sait, c'est une violence qui s'exerce toujours à huis clos, à l'abri des regards, dans l'intimité d'une maison, jamais dans un parc, jamais dans les transports publics. C'est une violence qui est répétée. Quand elle n'est pas fatale la première fois, dans la majorité des cas, elle va être répétée. Et on a une étude qui nous montre, de par les aveux même des auteurs, qu'on va avoir de 2 à 30 épisodes de secouement sur un même bébé, jusqu'à l'épisode fatal. Donc on est loin du pétage de plomb d'un parent épuisé dont on nous dresse pourtant à chaque fois le portrait et qu'on en viendrait presque à plaindre. Sauf que des bébés meurent en France en 2024 dans l'indifférence générale et on ne peut plus rester dans le déni. Vous, députés et membres de la délégation parlementaire aux droits de l'enfant, vous avez un rôle fondamental pour insuffler ce changement historique que nos enfants méritent. Donc, vous l'avez compris, il est nécessaire et même prioritaire d'intégrer au plan de lutte contre les violences faites aux enfants un focus sur ce tout petit. Alors, en plus de la remise en question des données de la Haute Autorité de Santé sur le sujet et de la multiplication des journalistes qui mettent le doute et affaiblissent ainsi la protection des plus vulnérables, nous vous demandons de réaliser une mission parlementaire sur le cas des bébés secoués et de leur traitement médiatique et judiciaire. Alors, un dernier chiffre, et je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à ma vice-présidente. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2024. Il y a déjà eu 100 bébés secoués depuis le début de l'année. 20 bébés sont morts. Comment est-ce qu'on peut, en France, en 2024, ne rien faire pour arrêter cette hécatombe? Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, je vais compléter les propos de la présidente ou de la FID de l'association AVI, qui sont éloquents. Je vais vous parler de mon expérience personnelle du traitement judiciaire des dossiers de bébés secoués, dossier que je traite depuis près de 20 ans. Donc vous l'avez compris, hein, c'est la violence sur la tranche d'âge très particulière des 0-3 ans la plus meurtrière. Vous avez vu ces chiffres qui sont alarmants. Comment sont traités les dossiers de bébés secoués en France aujourd'hui?
Alors, on n'a pas d'infraction spécifique pour le secouement d'enfants. Néanmoins, on a 2 circonstances aggravantes dans le code pénal qui sont systématiquement retenues, qui sont propres à la victime, la minorité, et également du fait que l'auteur a toujours autorité sur le nourrisson. Donc ces 2 circonstances aggravantes conduisent à des peines encourues qui sont lourdes. En cas de décès de l'enfant, la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle. En cas d'infirmité permanente, elle est de 20 ans de réclusion criminelle. Donc on voit que dans l'échelle des peines, ces sanctions sont placées tout en haut de cette échelle. Donc par ce placement très haut dans l'échelle des peines, on voit la volonté du législateur qui est de protéger spécifiquement ces enfants qui sont très vulnérables. Donc la volonté est là, le dispositif légal est là, mais en pratique, l'application est totalement ineffective. On se rend compte que les peines infligées dans les dossiers de bébés secoués sont très faibles, très très loin des peines encourues. Il n'est pas rare qu'un auteur qui cause la mort de son nourrisson ne fasse pas 1 jour de prison. Donc, on a vraiment des... Alors, je parle d'une affaire, d'ailleurs, qui a peut-être été portée à votre connaissance, puisque c'est l'une des personnes qui témoigne dans le reportage de Combini, qui est le président d'Adica, et qui a été condamné définitivement pour avoir secoué à mort son enfant et qui n'a pas fait 1 jour de prison. On a un traitement judiciaire de ces dossiers qui est extrêmement long. Donc on sait que la justice doit prendre son temps pour être rendue correctement. Mais là, on assiste malheureusement, en raison de l'absence de priorité de ces dossiers, à des tristes records. En juin, sera jugée une affaire d'un bébé qui a été secoué il y a 14 ans. Donc on assiste malheureusement de façon de plus en plus courante à des longueurs de traitement de dossiers qui sont susceptibles évidemment d'être sanctionnés au niveau européen. On se rend compte que les auteurs de secouement sont considérés comme des personnes qui ne sont pas dangereuses pour la société. Alors, on en vient même à se demander si on considère que les 0-3 ans sont des citoyens inclus dans notre société. Puisque, bien évidemment, notre présidente vous a parlé de la réitération de ce geste. Si un auteur est amené à secouer, il peut ressecouer à nouveau. On a un triste fait divers du côté de l'Est où un papa a secoué à mort son enfant, a été condamné. Et quand il a reçu la convocation pour l'appel de son dossier, il a secoué quelques jours plus tard son 2e enfant et l'a également tué. Donc les réitérations existent et sont même fréquentes. Pourquoi ça dysfonctionne? On a quand même un système législatif qui nous semble satisfaisant avec des peines lourdes. Pourquoi ça dysfonctionne autant? Finalement, on retrouve le même frein dans les dossiers de bébés secoués, peut-être même encore qui s'exprime de façon plus importante, de la difficulté d'admettre l'existence des violences infantiles. On préfère se raconter des belles histoires que se dire que l'adulte qu'on a en face de nous a maltraité un enfant. On préfère s'imaginer une mère à bout, dans une parentalité exigeante, comme l'a dit la présidente Davy, qui, après des mois de garde de l'enfant, se met un jour à péter un plomb et à le secouer. Et la réalité n'est pas là. Ce n'est pas des mamans à bout qui secouent. Plus on est au contact de l'enfant, moins on risque de le secouer. On se rend compte finalement que le secouement arrive dans les premiers temps de garde, voire les premières heures, que l'enfant, dans un quart des cas, est projeté sur un plan dur, qu'il y a un retard aux soins quasiment systématique parce que l'auteur ne veut pas assumer son acte. Il faut cesser cette clémence, il faut responsabiliser les auteurs et il faut appeler ce qu'est cet acte comme il se doit, c'est-à-dire une violence, une maltraitance, et la réprimer comme il se doit. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Monsieur Lazimi. Est-ce que vous pouvez juste éteindre Madame Vernassière? Merci de nous avoir invités, Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés. Je veux juste me présenter un petit peu. Je suis médecin, je suis enseignant à Sorbonne Université. J'ai commencé à m'intéresser aux violences faites aux enfants, m'intéressant aux violences faites aux femmes. Pour vous dire que le lien, il est majeur. Et ce lien, on le voit dans des pays où il y a des lois et des campagnes actives pour soutenir la loi. Eh ben, les deux diminuent.
Donc là, on est très très heureux que cette loi ait été votée, on y a participé activement, ça faisait 15 ans qu'on attendait une loi. Enfin, cette loi dit clairement qu'on ne doit pas toucher un enfant comme on ne doit pas toucher un adulte. Donc on est très heureux. Elle était symbolique, elle était non pénalisante. Ça a fait avancer des choses, très clairement. Et je veux juste refaire le parallèle sur le vote d'hier de la loi Santiago, qui nous intéresse beaucoup sur l'autorité parentale, puisque l'article du Code civil, c'est l'autorité parentale s'exerce en violence physique ou psychologique. Dans la loi, il y avait la formation des asthmates, on pourra en parler. On n'a pas d'évaluation de la politique publique là-dessus. Ça serait intéressant d'avoir une évaluation. Il devait y avoir un rapport. Le rapport, on l'a eu 3 mois après. C'était pas possible. 3 mois après, c'était pas suffisant. Il faut que cette loi soit accompagnée et elle ne l'est pas suffisamment. Il y a eu des bonnes choses. J'étais membre de la commission des 1000 jours, donc je vais vraiment reconnaître le travail qui a été fait par Taquet, par la commission sur les maisons des 1000 jours. Mais bon, c'est insuffisant. On avait demandé on arrive à 5 ans de la loi, là. Donc c'est vraiment un moment important. Et à 5 ans de la loi, on voit que la communication, elle est insuffisante. Le carnet de santé, ça fait 5 ans qu'on nous dit que ça va être dans le carnet de santé. Ça ne l'est toujours pas. Dans tous les documents avant la grossesse, avant la naissance ou après, ce n'est toujours pas précisé. Il faut que la loi soit précisée. Il faut qu'elle soit précisée dans des packs de lait. Il faut que ça soit précisé, mais vraiment annoncé. Et ça ne l'est toujours pas. Il faut que ça le soit de façon forte. 2, le référent national sur les violences éducatives ordinaires, 60% des personnes ne savent pas qu'il y a une loi. 40% le savent. C'était le dernier sondage, je crois, de la Fondation pour l'enfance. Encore 60% des parents utilisent la violence. Et l'importance de 0-3 ans est très importante. C'est l'étude canadienne qui montrait que les parents commencent à frapper leurs enfants près de 50% avant l'âge de 2 ans et 75% avant l'âge de 3 ans. On commence à ce moment-là. Et si on laisse faire, et si les parents sont persuadés que ça leur a fait du bien, ils vont commencer à frapper leurs enfants plus tôt, plus longtemps, avec des risques de maltraitance. 75% des maltraitances commencent par ces violences qui sont banalisées, minimisées. Et c'est vrai que c'est culturel et qu'il faut qu'on bouge pour que ça cesse et qu'on ne touche pas un enfant comme on ne doit pas toucher un adulte ou une femme. Il faut définir les violences éducatives ordinaires. Peut-être qu'il y a un référentiel à mettre en place. Il faut former les professionnels, on l'a tous dit. Et là aussi, pas d'évaluation des politiques publiques. Moi, je ne sais pas si c'est dans les programmes. Je sais qu'en médecine, sur l'université, il y a quelques thèses qui commencent. Bon. Aujourd'hui, on est à 300 thèses sur les violences faites aux femmes. C'est génial, ça fait 20 ans qu'on bosse là-dessus. Là, il doit y avoir 2-3, quoi. Il faut vraiment qu'on avance. Soutenir la parentalité. Oui, c'est dur d'être parent. Très clairement, on n'a pas appris à l'être. Il faut les aider, il faut les accompagner. La maison des 1000 jours, l'application des 1000 jours peut aider, mais ça ne suffit pas. Il faut des campagnes. Et les campagnes télévisées, moi, j'attends toujours que l'État les prenne en charge. Pour l'instant, nous sommes les seuls à avoir fait des campagnes et je vous invite le 20 avril à venir pour la présentation de la prochaine campagne qu'on va sortir pour aider les parents à comprendre pourquoi les adultes sont aussi violents et pourquoi on reconduit ces violences. Je ne vais pas vous parler des conséquences, vous les connaissez très clairement. Important de parler des besoins fondamentaux de l'enfant sans revenir, mais c'est vraiment le méta-besoin. Ce qui permet à l'enfant de grandir, c'est la sécurité, c'est l'absence de violence. Si on ne part pas de ce point de vue-là, on ne pourra pas avancer sociétalement et culturellement pour changer. Les discours qui permettraient de brutaliser un enfant, d'être très sévère avec lui ou de l'isoler sont des mesures qui peuvent être violentes, surtout quand on les fait avec des enfants de moins d'1 an, comme une célèbre auteure qui a été, comment dire, dans tous les journaux, a été promue. Isoler un enfant d'1 an ou de 2 ans, c'est gravissime. Sauf le cas, bien évidemment, où la personne violente risquerait de passer à l'acte. Très bien. Donc voilà, on a changé le paradigme, mais ce n'est pas possible. Veiller à l'interdiction, ça c'est très important qu'on veille à l'interdiction, à la connaissance de la loi et à l'interdiction de la loi. Et vous avez dit, bien sûr, on a progressé, c'est clair, ce serait aberrant de ne pas le dire. On a encore du chemin à faire. Et par exemple, il faudrait que ça soit affiché partout, il faudrait qu'il y ait des campagnes. On vous a ramené des affiches de campagnes qu'on a mis, énormément d'outils. Bien sûr, j'aimerais qu'on les fasse tous, mais peut-être que là, l'État peut aussi centraliser, développer, prendre en charge. On est des associations très peu aidées, très peu financées. Je laisse la parole à toi, Céline, pour représenter l'association. Excusez-moi si j'ai été long.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, donc je m'associe aux propos du docteur Lazimi, bien évidemment. Je vous remercie de nous avoir conviés à cette audition. On est toujours ravis quand l'acronyme violence éducative ordinaire est très clairement identifié dans une invitation. Alors oui, cet acronyme, il existe depuis 2004. Il est tout à fait assumé chez Stop VO, même si des fois on a tendance à vouloir remettre en cause le fait de coupler violence et éducative, parce qu'on nous dit mais comment on peut imaginer qu'on puisse être violent dans l'éducation? Pourtant oui, cet oxymore est pleinement assumé parce que c'est ce qui se passe. Alors, pour l'expliciter un petit peu, en effet, les parents sont violents, mais c'est toujours dans le but d'éduquer et la question des violences éducatives ordinaires est évidemment très difficile d'éradiquer en France parce qu'il perdure des tas de fausses idées, de lieux communs, tels que une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne, tels que c'est pour ton bien, voilà, tous ces petits mots qu'on a tous, il y a fessé et fessé, voilà, et puis si t'es pas un peu sévère maintenant, ils te mangeront à l'adolescence, enfin voilà, tous ces petits mots, toutes ces choses qu'on a entendues peut-être tous pendant notre enfance, et bien en fait ça fait le lit en fait de la violence. Pour autant c'est de la violence parce que on trouve un vrai continuum des violences éducatives ordinaires. Alors c'est vrai que quand on a commencé quelque part notre engagement, on voyait les violences éducatives ordinaires un petit peu en silo en fait. Il y a les violences éducatives ordinaires, les violences sexuelles, les négligences, etc. Pour autant non, en fait, on parle bien de la même chose. Et puis nous, on est convaincus chez Stop VO que les violences éducatives ordinaires, elles font le lit de toutes les autres violences en fait. Ce sont, voilà, moi j'aime bien donner ce parallèle-là en fait. Dès lors qu'on met un pied dans la porte en fait, voilà, qu'on se permet une violence, même si c'est, oui, c'est pour son bien, c'est pour l'éduquer, tout ça, en fait, on est violent quand même. Et puis du coup, ce pied dans la porte, il permet malheureusement, comme l'a dit le docteur Lazimi, dans 75% des cas, d'aller vers des maltraitances plus caractérisées. S'agissant de Stop VO, donc on est né en 2016, on a porté un plaidoyer depuis 2008 parce qu'on a vu l'urgence de mettre fin à ces petites violences, justement, enfin, avec des gros guillemets, pour pouvoir éradiquer toute autre forme de violence. On a eu, on va dire, une députée du nom de Maud Petit qui a porté cette loi qui s'appelle désormais la loi du 10 juillet 2019, qui éradique les violences éducatives ordinaires. Donc, à l'issue de cette loi, nous, on a continué. En fait, on a deux grandes missions, donc cette mission de plaidoyer qu'on continue de porter, puisque, comme l'a dit le docteur Lazimi, c'est pas suffisant, elle n'est pas assez connue, elle n'est pas assez, on n'est pas assez radicaux, c'est peut-être un mot fort, mais on tolère encore ces violences éducatives ordinaires. 5 ans après la loi, on entend encore qu'une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne et ça gêne personne. D'ailleurs, j'ai relayé très récemment le discours d'un médecin en fait qui lui suggérait, et le préfet, voilà, on a de malencontreux exemples qui montrent qu'en effet, cette loi n'est pas connue. Et surtout, cette loi doit être connue parce que les conséquences des violences éducatives ordinaires sont terribles sur l'enfant. Je rejoins tout ce qui a été dit précédemment, évidemment, et je ne vais pas revenir sur les conséquences. Mais en effet, par exemple, juste un exemple, une étude britannique datant de l'année dernière d'une association qui s'appelle Words Matters, donc a démontré qu'en fait, hurler sur les tout-petits avait les mêmes effets sur le cerveau que de les frapper. Donc il ne faut vraiment pas négliger non plus ces aspects des violences éducatives ordinaires qui sont les violences verbales et les violences psychologiques. Donc Stop VO, on porte ce plaidoyer et puis comme on a vu qu'effectivement les actions étaient malheureusement on a eu du mal à se mettre en place, etc. Donc on a pris le taureau par les cornes, comme on dit, et puis on a créé un organisme de formation, donc on forme les professionnels, donc tout type de professionnels, les professionnels qui ont affaire aux familles, aux enfants directement, donc ça va être la petite enfance, ça va être la protection de l'enfance, le périscolaire, les assistantes maternelles, etc. Un mot, 300 bénévoles, une salariée. Un mot, l'association, c'est 300 bénévoles et une salariée. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous pour cette introduction. Je vais laisser mes collègues s'ils ont des questions. Lequel d'entre eux, c'est toi qui commence ? De toute façon... Caroline, vas-y. Vas-y, Caroline. Écoutez, déjà, je voulais vous remercier pour vos engagements et les présentations que vous avez bien voulu en faire ici. Saluer aussi les deux hommes présents, notre collègue Philippe Fay et vous, monsieur, parce que
évidemment, sur ce sujet-là, c'est toujours regrettable quand nous ne sommes que des femmes. Voilà. Oui, pardon, monsieur également. Moi, j'avais 2 sujets. D'une part, sur le sujet de la prévention, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on sait bien que plus on a une sensibilisation et plus elle est faite en amont, plus on peut éviter des drames. Voilà. J'ai échangé avec Laurent Boyer, que vous connaissez peut-être, qui est le fondateur de l'association Les Papillons, qui est, moi, je trouve, une très belle association et un projet, quelqu'un qui a su en transformer une expérience personnelle dramatique en un projet, je crois, très utile pour la société. Et lui, il a justement eu des difficultés dans la mise en place de ces boîtes aux lettres, donc destinées à libérer la parole des enfants dans les établissements scolaires. Dans les associations sportives, ça se passe plutôt bien parce que les élus locaux ont beaucoup relayé les choses. Et moi, j'étais intervenue auprès du ministre de l'Éducation d'alors, il y a quelques années, parce que justement, les établissements scolaires dans mon département du Loiret n'avaient pas voulu que ces boîtes aux lettres soient installées. Et en réalité, en regardant de plus près sur ce sujet-là, c'était pas, un blocage idéologique ou administratif de l'éducation nationale. C'était une inquiétude qui était d'ailleurs partagée par les bénévoles de cette association Les Papillons, d'un manque de formation des parents et du fait qu'on pouvait se retrouver dans une situation, dans une école, avec des parents qui seraient les relais de cette association, qui auraient accès à des messages éventuellement d'enfants qui pourraient eux-mêmes connaître, ne sachant pas très bien comment gérer. Donc c'était, en fait, on se retrouve dans une situation qui, en partant d'une bonne volonté, peut déboucher sur un traitement qui ne serait pas inadéquat. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus et savoir comment on peut mieux répondre à ça. Et j'aurais un autre sujet sur ce que vous dites sur les bébés secoués est bouleversant. Enfin, quand vous évoquez le chiffre de 500 par an, c'est vrai que c'est dramatique. Moi, je me souviens aussi des sensibilisations qui sont faites dans les maternités, que je crois très utiles sur ce sujet-là, et le fait de le faire vraiment de façon systématique et je dirais, approfondie à ce moment-là. En revanche, je suis moins d'accord avec peut-être ce que vous avez évoqué sur ce fameux débat au sujet de ce qu'on a appelé le time-out, enfin l'isolement, et je pense que vous faisiez référence à Caroline Goldman. Voilà. Pour avoir travaillé moi, dans le secteur médico-social et notamment avec des associations d'aide à la parentalité, on se retrouvait quand même beaucoup dans cette difficulté qu'ont certains parents à trouver, à se positionner en tant que parent et à trouver la façon la plus bienveillante d'exercer une autorité et à différencier l'adulte de l'enfant. Et donc, je crois que c'est un débat qui est complexe, qui a effectivement des conditions, notamment évidemment pas avant 3 ans, il y a un temps, il y a des choses comme ça, mais je crois qu'il faut... Enfin, moi, la notion de continuum entre des sanctions, pas forcément des sanctions, mais en tout cas le fait de pouvoir poser quand même des lignes et que ça soit pas suspect d'être un acte de maltraitance, ça je trouve que c'est un sujet très sensible auquel il faut quand même répondre, parce que sinon ça peut aboutir à un abandon aussi de l'exercice de l'autorité parentale qui est nécessaire. Voilà, je vous remercie. Merci Caroline. Philippe. Oui, merci. Philippe, député du Pas-de-Calais. C'est vrai qu'il n'y a jamais beaucoup d'hommes dans ces instances. Ce serait peut-être bien qu'il y ait un inversement. Parce que ce que j'entends justement de ces enfants maltraités, secoués, les bébés secoués, il y a principalement les hommes qui passent à l'acte. Ce qui m'interroge vraiment sur ce côté éducatif et l'importance justement d'apprendre à être parent. Il n'y a pas d'école. Et malheureusement, on le déplore toujours. Il y a peut-être ici et là des campagnes, des sensibilisations, mais je pense qu'elles doivent être beaucoup plus incisives, et notamment dans des milieux peut-être beaucoup plus carencés aussi, parce que je pense que, alors c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais il y a peut-être aussi des parents qui savent pas, qui sont dans le mal, ou peut-être le déni, ou voilà, il peut y avoir aussi toutes ces formes aussi à traiter. Je crois qu'il faut vraiment insister sur l'école de la parentalité, qui est essentielle. Je vais en revenir à la parentalité. Après, si tu voulais prendre la parole, excuse-moi.
Je voulais revenir parce que sur un autre continent, il existe l'école des parents, l'école des papas. C'est en Afrique. Et on parlait du sexe masculin, donc de l'homme, du parent, qui est absent soit parmi nous, ou très peu représenté, et puis qui est le principal acteur de ces violences, et des bébés squats en l'occurrence. Il faudrait... J'avais vu ça lors de mon rapport PMI, il faudrait davantage mettre le focus sur la parentalité. Alors, les associations que vous êtes font un énorme travail. C'est très bien de travailler ensemble, comme vous le soumettez, et pas chacun dans son... On fait tout très bien, mais plus on est nombreux, plus on avance. Et il faudrait aussi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, docteur, que l'État s'engage plus au niveau de la publicité. C'est-à-dire que ce ne soit pas vous, vous les associations, qui fassiez le plus, mais que l'État fasse le plus en ce qui concerne la prévention, puisque tout est histoire de prévention dès le plus jeune âge, et que ce soit pour la parentalité ou que ce soit pour les gestes à ne pas commettre à destination d'un enfant de 0 à 3 ans et même au-delà, évidemment. Voilà, merci. Je n'ai pas de questions particulières, mais simplement, vous avez eu de très bonnes idées, tous. Merci. Merci. Juste 2 mots. Tout d'abord, vous remercier effectivement d'être présent. Aujourd'hui, effectivement, malgré la loi Taquet et les nombreuses évolutions qu'il y a eu en matière de violence sur enfants, je pense que, c'est la maman de 3 jeunes enfants qui vous parle, je pense qu'il y a effectivement un manque de communication, notamment parce que lorsque nous entreprenons effectivement une démarche d'éducation bienveillante avec nos enfants, nous sommes systématiquement confrontés aux membres de notre entourage, de notre famille, d'amis, qui vont remettre en question en fait l'éducation positive que nous allons apporter, et qui va nous indiquer effectivement que la méthode papillon pour éduquer nos enfants ne va pas fonctionner, que ça va rendre effectivement un adolescent difficile par la suite, et automatiquement les parents, il n'y a pas d'école pour être parent, vont essayer de s'appuyer effectivement sur l'expertise de leurs propres parents, des membres de leur entourage qui ont eux-mêmes éduqué leur enfant, et vont se poser des propres questions et vont remettre en question effectivement cette éducation positive. Donc le fait qu'il y ait de la communication, c'est très bien, mais je pense qu'il faudrait effectivement également l'étendre pour que cette communication n'est pas seulement liée dans les maternités, dans les écoles, dans les centres de PMI, mais qu'elle soit communiquée à tout le monde, parce que tout le monde a son mot à dire sur l'éducation qu'on apporte à nos enfants. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais ajouter juste deux petites questions. Est-ce que vous avez été, comme vous êtes beaucoup sur, et j'avais vu vos programmes sur les plus petits, notamment maternels, est-ce que vous avez été associé sur la définition des programmes par l'Éducation nationale qui vient de sortir, un programme sur l'éducation à la sexualité? Vous demandez une mission d'information. Qu'est-ce qu'il faudrait dans cette mission d'information que vous n'êtes pas capable de nous amener, de nous dire aujourd'hui? Je pense que c'est important, et surtout, si vous avez des recommandations, vous pouvez le faire sans attendre cette mission. Vous êtes là aussi pour nous faire ceci. Et puis, à tous, le collègue l'a un peu dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux accompagner les parents, puisque c'est le début, j'allais dire, de tout. Même s'il y a des violences exercées en dehors du cocon familial, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de violences exercées dans le cocon familial. Voilà. Je vous propose de commencer par l'autre sens, dans ce cas-là, par rapport à tout à l'heure. Oui, c'est un champ. On est dans
un phénomène culturel et sociétal. La tolérance est en train de diminuer quand même, très clairement. Moi, je me souviens, dans les bus, c'était impossible d'avoir des sourires quand un enfant hurlait. Tout le monde était très en colère parce que les parents ne tenaient pas leurs enfants. Ça a bougé, et ça bouge. 2, il faut aider les parents. Les maisons des parents, des écoles des parents, les PMI devraient avoir du personnel formé pour accompagner. Et ça, on en manque, très clairement. Et les maisons des parents, écoles des parents, c'était des mesures qu'on demandait pour accompagner la loi. Donc c'est vraiment essentiel. Et il faut le faire, pas simplement avec ces structures, bien sûr, ces structures, pas simplement avec un numéro d'appel. Aujourd'hui, on veut créer quelque chose, on fait une application ou un numéro d'appel. Ça ne suffit pas, il faut vraiment des humains. Il faut qu'il y ait des gens qui se rencontrent et qui soient ensemble. Le plan des 1000 jours a proposé qu'il y ait une sage-femme référente et qu'il y ait des entretiens prénatals précoces qui soient développés, ce qui n'est toujours pas encore le cas, et des entretiens post-natals précoces et des visites à domicile. C'est essentiel pour aider les parents, essentiel. Et il faut que ça puisse se faire aussi à l'école. Et je rebondis sur les actions de l'école. On a eu ça il y a 40 ans quand on faisait Mon corps, c'est mon corps sur la prévention des violences sexuelles. Les écoles ne voulaient pas faire parce qu'ils avaient peur et parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Mais le problème, c'est il faut qu'on fonce, il faut qu'on le fasse, parce que même si on fait mal, au moins on fait quelque chose, plutôt que de ne rien faire. Et ça, il faut. Mais là aussi, il faut du personnel formé, parce que les cours d'éducation sexuelle ou à l'égalité, je suis membre du Haut Conseil à l'égalité, donc je peux vous assurer que ça fait 10 ans, c'est toujours 25% des écoles. Ce n'est toujours pas fait. Manque de moyens, manque de personnel. Et pour l'éducation, on a besoin de cette éducation à l'égalité, et elle commence à la maison, parce que le premier lieu des inégalités, c'est la famille, le premier lieu des violences, c'est la famille, aujourd'hui malheureusement encore. Une éducation, bien sûr, ce n'est pas une éducation sans limite. Ah, ça, c'est hors de question. Il faut un cadre protecteur, et le parent est un tuteur. Hein, il n'est pas là pour tout laisser faire, ce serait une violence, et il n'est pas là pour être violent. Et là, c'est la culture, c'est notre passé, c'est notre histoire. Et on est enfant on est parent avec l'enfant qu'on a été, et on reproduit. Donc il faut vraiment qu'on aide les parents à prendre conscience. Il y a une maison des parents à Romainville depuis 25 ans, on l'a créée. Les premières rencontres, c'était permettre aux parents de parler de leur enfance, de leur vécu, et de comprendre pourquoi ils réagissaient comme ça. Hein, comment faire. La plus grande force d'un adulte, c'est pas de l'utiliser, et comprendre pourquoi on ne supporte pas un cri, un hurlement, eh ben ça va permettre aux parents de trouver des solutions, et puis savoir qu'on est tous dans le même bain aujourd'hui, avec une culture millénaire qui nous a fait croire que les enfants étaient des bêtes à adresser ou des fauves. Bon, je ne vais pas revenir sur les freins à l'école. Freins à l'école, c'est aussi freins dans les études. Il y a des études qui sont faites il y a 10 ans. On avait interdiction de poser des questions sur les troubles du comportement, les troubles du conduite ou les violences subies par les enfants. Qu'allaient dire les parents, qu'allaient dire les enfants? Ça aurait été problématique de poser la question des violences qu'ils pouvaient subir. Aujourd'hui, on commence enfin à poser des questions sur les violences que pourraient subir les enfants. Il va y avoir bientôt un colloque sur les violences faites aux enfants et les conséquences à l'âge adulte. Et il y aura, pour la première fois sur les violences éducatives, l'étude ELF a posé la question. Donc, on doit vraiment avancer pour qu'enfin, on ne minimise plus les violences faites aux enfants, et puis qu'on parle du vrai développement de l'enfant et des besoins fondamentaux de l'enfant. Sans violence, avec un cadre, on éduque des enfants à être plus empathiques, plus performants à l'école, moins violents, et on aura une société beaucoup plus démocratique et empathique. Mais vraiment, on a plein d'études là-dessus. Mais c'est un travail au long cours. Il a fallu 40 ans à la Suède. Il va nous falloir probablement 40 ans aussi. Mais il faut que les actions soient mises en place. En Suède, il y avait des packs sur les laits. Il y avait de la pénalisation au bout d'un moment. Mais même sur les juges, après j'arrête, je ne précise pas. Sur les juges, on a vu quelques attendus de jugement où effectivement, ils rappellent la loi. Bon, on sait que quand on a inscrit dans le Code civil qu'un jour, ça serait pénalisant. Bon, peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu plus la gomme pour expliquer que... Mais on ne peut le faire que s'il y a des mesures d'accompagnement et des moyens qui sont mis pour aider les professionnels, tous les professionnels, les médecins sont dans le même cas. On a fait une petite brochure pour aider les professionnels. Il faut vraiment qu'on ait des moyens pour le faire, mais... et puis qu'on interdise les discours. Hein? Comment? Oui, excusez-moi. Merci, je suis désolée, mais du coup après, voilà. C'était juste pour préciser que chez Stop VO, en fait, on a mis en place des ateliers d'écoute de parentalité qui s'appellent les ateliers Être parent par tous les temps, donc qui se diffusent pas mal sur le territoire national. Alors les VO, c'est pas l'apanage des personnes en
situation de précarité. On a vraiment tout type de public, malheureusement. C'est tous les milieux, c'est toutes les cultures, c'est tout. Voilà. Ça a au moins cet avantage-là, c'est que c'est très égalitaire pour tout le monde. Et donc, dans ces ateliers parents, les parents viennent effectivement poser leur parentalité là où ils en sont. Donc, nous, on a souhaité que ça s'appelle être parents par tous les temps, parce qu'on vient vraiment quand il fait beau et puis quand il fait pas beau. Donc, voilà, ce sont des groupes d'échange, voilà, où on ne préconise aucune méthode de parentalité. Ça, c'est pareil. J'entends parler d'éducation positive. Je suis tout à fait en phase avec ce terme. Pourtant, chez Stop-VO, on utilise vraiment le terme d'éducation sans violence, parce que malheureusement, en fait, on a vu fleurir en fait des tas de choses. Voilà, la nature n'aime pas le vide. Donc, quand la loi est passée, en fait, voilà, vu que l'État s'est très peu engagé en fait dans vraiment des discours clairs, parce que ce qu'il nous faut, c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que être un parent non violent. Voilà, il faut que ça vienne d'en haut, il faut que ce soit vraiment conceptualisé. Voilà, un parent non violent, c'est voilà. Enfin, je vais pas faire le travail ici, mais en tout cas, effectivement, je rejoins ce que disait Gilles. En fait, voilà, partir des besoins fondamentaux des enfants, de l'écoute des émotions. On n'a pas appris nous, enfin, en tant qu'adultes, à écouter nos propres émotions, donc on n'est pas à l'écoute des émotions des enfants. Donc, écouter les émotions des enfants, c'est vraiment pouvoir poser des mots. Je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste, je le valide. En revanche, je ne valide pas nécessairement le comportement qui va avec. Voilà, tu es en colère, mais tu n'as pas le droit de taper sur ta petite sœur. Donc voilà, c'est très voilà dans les grandes lignes. Et puis avant de passer la parole, parce que le temps est précieux, je voulais vous lire quelques verbatims en fait de parents qui sont sortis de nos ateliers Être parent par tous les temps. Donc certains nous disent « Je n'avais pas conscience que je faisais des VO ». Donc voilà, merci de nous ouvrir les yeux. Ça devrait être obligatoire pour tous les parents. Ces ateliers sont nécessaires si l'on veut comprendre les impacts des VO. On ne s'est jamais senti jugé, c'est très important. Voilà, alors on vient et effectivement, se sent-on un peu culpabilisé quand on est parent? Peut-être. Après, on passe directement à l'étape de responsabilisation, et là, c'est génial. Mais voilà, moi, je ne suis pas choquée par cette étape de, voilà, on entend beaucoup, faut pas culpabiliser les parents. Alors oui, sur le long terme, bien évidemment, c'est pas le but. En revanche, peut-être avoir, pour une prise de conscience, peut-être qu'un petite dose de culpabilisation, ça fait pas quand même de mal. Voilà, chacun s'exprime en toute liberté, parle quand il ressent le besoin et l'envie. Des choses lourdes ont été dites et on a pu faire le lien entre ce qu'on a vécu enfant et notre parcours de parents. J'ai apprécié d'avoir un endroit où parler de mes difficultés sans que jamais on me fasse sentir que je ne savais pas faire. Ça, c'est très important aussi, en fait. Pour ça qu'on ne donne pas de méthode, en fait. La solution, elle est chez chacun des parents. Il faut juste guider, accompagner. Mais, alors, bien sûr, il y a des parents défaillants, on est d'accord, voilà, des pathologies, etc. Mais dans la majeure partie des cas, en fait, chacun a la solution en soi. Voilà, j'ai pris conscience de la violence éducative. Je croyais qu'on allait me dire que j'étais une mauvaise mère, mais j'ai trouvé écoute et soutien. Voilà, dès lors qu'on offre de l'empathie aux parents aussi et qu'on leur apprend en fait pourquoi tout ça arrive, comment se comporte son enfant, donc développement de l'enfant, qu'est-ce qui se passe en eux, pourquoi ces violences éducatives, comme on le disait, ce déni sociétal, c'est un poids énorme. Et bien en fait, on arrive à faire en sorte que les parents aillent vers une posture parentale non violente. Ce sera jamais gagné. On ne va pas se mentir, en fait, on n'éradiquera jamais au final toutes les violences éducatives ordinaires, mais déjà de tendre vers, et en fait, on va petit à petit amener une société moins violente. C'est tout l'enjeu de ces ateliers parents et de Stop-VO. Merci. On est bien d'accord. Allez-y. Alors, sur la question des bébés secoués, plus particulièrement, et la question de la prévention dans les maternités. Alors effectivement, ça existe dans certaines maternités, sauf qu'il y a une absence de structuration nationale de cette prévention. Elle n'est pas obligatoire, donc elle va dépendre de la bonne volonté des équipes en place, ce qui fait qu'on n'a malheureusement pas de prévention partout, et surtout, même si la prévention augmente ces dernières années, les chiffres, eux, ne baissent pas. Et on l'a vu, augmentent même à certaines périodes. Donc, la question qu'on se pose, nous, réellement, c'est quelle est l'efficacité de la prévention actuelle? Ça pose une autre question. La question de la formation des personnes qui vont délivrer cette prévention. Là encore, la formation des professionnels de santé ou de la petite enfance à la question des violences, elle n'existe pas. Et enseigner la conception de la violence, c'est parfois contre-intuitif. Sauf qu'un bleu chez un tout petit, c'est un danger de mort pour cet enfant. Alors qu'un bleu chez un plus grand, chez un enfant qui va marcher, oui, c'est pas un signe alarmant. Voilà.
Donc, mais ça, les équipes ne sont pas formées. Et donc, même quand il y a de la prévention, on va souvent s'adresser à la mauvaise cible, c'est-à-dire la maman, qui pourtant est l'auteur le moins fréquent des cas de bébés secoués, et avec un message qui n'est pas forcément adapté, puisqu'on va être sur une parentalité exigeante, comme le disait Maître Vernassière, alors qu'on parle de violence. Alors cette violence, elle concerne tous les milieux sociaux. Toutefois, tout le monde ne peut pas secouer. C'est un geste d'une violence extrême que tout le monde n'est pas en capacité de faire. Il faut imaginer la tête de cet enfant. Donc on est sur des enfants qui ont moins d'1 an. Dans 2 tiers des cas qui ont moins de 6 mois, il y a un pic entre 2 et 4 mois qui correspond en réalité au retour de la maman au travail et au premier temps de garde de l'enfant par le papa seul ou les premiers temps de garde chez un gardien extérieur à la famille, donc une assistante maternelle. Et donc cet enfant qui est tout petit, le geste, donc c'est qu'on va le prendre sous les aisselles, le secouer très violemment d'avant en arrière avec une tête qui va balloter dans tous les sens. C'est très impressionnant. Et évidemment que l'adulte qui fait ce geste-là se rend compte qu'il est en train de faire du mal à l'enfant. Alors pour autant, est-ce qu'il sait qu'il peut le tuer? Je ne sais pas. Mais sur le geste, on est dans une intentionnalité de faire du mal. Et ça, il faut qu'on arrête de le nier aussi. Alors nous, on a commencé à mettre en place des groupes papas avec l'aide du professeur Mikhailov. On essaye de mettre en place ces groupes papas dans un maximum de maternités. Alors il y a les groupes futurs papas qu'on voit de plus en plus dans les maternités. Là, ces groupes papas, ils vont mêler des futurs papas qui, eux, sont dans une parentalité idéalisée. Donc c'est un peu la question des violences, c'est très éloigné d'eux. Et puis la parentalité réelle avec des papas de nouveau-nés qui, eux, vont pouvoir partager leur expérience de nuits courtes, etc. Donc ça permet un accompagnement pour que le papa... Voilà, c'est ce qu'on recherche, c'est la création du lien, parce qu'on sait que la création du lien va être protectrice pour l'enfant. Et d'identification aussi des personnes qui ont une violence en elles, et de pouvoir ensuite, une fois ces personnes identifiées, pouvoir les accompagner pour qu'ils ne s'en prennent pas à l'enfant, puisque c'est bien ça le sujet, on le répète, on est dans une violence qui s'exerce à huis clos. On n'est pas dans une pulsion qu'on ne peut pas maîtriser, sinon elle se passerait aussi dans les parcs, partout, dans le train, etc. Donc la bonne cible, le bon message. Et voilà, je vais laisser Maître Vernassière compléter. Merci. Oui, donc effectivement, tous les milieux sont concernés, mais tout le monde n'est pas susceptible de commettre un acte criminel. Sinon, ce ne serait pas criminalisé. On serait dans une acceptation de ce geste s'il n'était pas dans les mains de l'auteur. En réalité, il l'est. Mais quand on cède en fait à l'envie de s'identifier à l'auteur, quand on a cette compassion pour l'auteur et on se dit mais oui, mais parfois c'est difficile d'être parent tout de même. Finalement, avec cette attitude-là, on est tolérant envers l'acte. Et quand on est tolérant envers un acte, on n'empêche pas sa production. En fait, il faut que la société décide ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Il faut que la société décide, est-ce qu'on a le droit de faire du mal à un nourrisson ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Et si on n'a pas le droit, dans ce cas-là, comment on doit être sanctionné? Est-ce qu'on doit être sanctionné sévèrement ou est-ce qu'on doit être clément et finalement dire, bon, bah, c'est pas si grave et si tu recommences, ben voilà, on l'accepte. Nous, on pense qu'il faut quand même une position extrêmement ferme. Ça n'empêche pas la prévention, ça n'empêche pas d'aller au contact des parents, puis c'est une violence majoritairement intrafamiliale à 80%. Mais pour autant, il faut nommer cette violence. Il faut la reconnaître comme elle est pour pouvoir la combattre. Au niveau
de l'accompagnement des parents. Bien sûr qu'on va, par l'accompagnement des parents, pouvoir agir sur cette violence, parce que on va essayer d'avoir un spectre le plus large possible, de sensibiliser les personnes, de les informer. Mais pour les informer, encore faut-il bien les informer. Si une maman est persuadée que, en fait, c'est elle qui est susceptible de secouer son enfant et que ça peut lui arriver alors même qu'elle n'en a pas envie, finalement, ce message ne sert à rien. Il faut vraiment délivrer un message qui soit correct, exempt d'idées reçues, dans un bon véhicule et qui va sur la bonne cible. Et pour tout ça, je pense qu'il faut, même si c'est bardé de bonnes intentions, ne pas avoir trop de spontanéité dans la prévention. Il faut avoir une vraie réflexion de base, pluridisciplinaire, avec des regards croisés. Comme l'ont dit mes confrères et consoeurs, il faut utiliser ce qui existe déjà quand ça marche. Donc, pour savoir si ça marche, il faut des mesures d'impact. Et ce qui marche, on peut regarder, par exemple, dans le domaine des addictions. Il y a un protocole, justement, pour combattre les violences intrafamiliales des personnes qui ont des addictions. Et nous, on retrouve dans les dossiers bébés secoués plus d'auteurs avec des addictions que dans la population générale. Il y a des liens qui peuvent se faire. Donc, il faut que tous ces regards se croisent pour justement qu'on utilise les protocoles, qu'on les adapte aussi. Le protocole dont je vous ai parlé n'est pas adapté aux 0-3 ans. On est en train d'essayer de réfléchir justement à l'adapter aux 0-3 ans et regarder donc tout ce qui se fait contre les violences intrafamiliales à ce que ce soit adapté aux 0-3 ans qui pour l'instant sont sous les radars. Donc on organise une journée de réflexion pluridisciplinaire avec police, justice, gendarmerie, médecins, paramédicaux, voilà, avec toutes les personnes qui sont susceptibles d'apporter une réflexion, et on souhaiterait que cette réflexion constitue comme ça une base qui puisse être déclinée ensuite à la population générale, parce que bien évidemment on va avoir des spécificités locales, culturelles, on va avoir des modes de garde qui changent selon les régions. Il faut aussi l'adapter, la prévention. Voilà, donc nous ce qu'on souhaite, c'est que la prévention soit un peu plus professionnalisée, qu'elle ait les moyens et qu'elle ne soit pas aussi inégale qu'elle l'est actuellement sur tous les départements, et surtout qu'elle vise la bonne cible. Peut-être qu'on a une évolution culturelle à faire non seulement sur l'image de l'enfant, mais aussi sur l'image de la parentalité. Peut-être que justement la PMI devrait être nommée, parce que pour l'instant la PMI c'est la protection maternelle infantile, peut-être que ça devrait être la protection parentale infantile, parce que finalement il n'y a pas que les mères qui sont concernées dans la parentalité, il y a aussi les pères. Il y a l'image de l'enfant, voilà. Les parents. Donc, on a l'image de l'enfant aussi. Finalement, quel garde-fou on a sur l'image de l'enfant? On a des garde-fous sur son droit à l'image. Donc, ça touche justement pour éviter que ces images se retrouvent sur des sites pédopornographiques. Mais dans la représentation qu'on a de l'enfant, on n'a pas de garde-fou en France. Un enfant, il se prend une gifle dans un film, il n'y a pas de sujet. Et finalement, c'est pas grave. Et il faut penser justement aux garde-fous qu'on pourrait mettre, parce que ça va pas de soi, on s'en rend compte. Et par ces garde-fous, parce que véhiculent les médias, la télévision, Internet, on pourrait aussi éduquer les personnes, parce qu'en continuant à véhiculer des messages de violence qui sont des non-sujets et qui finalement font partie un peu de notre éducation, on favorise le développement de cette violence. Quand vous regardez la loi, nous, on y a déjà pensé, de faire des déclarations à l'Arcom quand un enfant se fait violenter et que finalement c'est un non-sujet, et que ça donne même un peu une idée de Madeleine de Proust, où on se dit « oh là là, c'est touchant ». Nous, on voudrait faire des déclarations pour dire « non, on n'a pas le droit de véhiculer des images de violence, de montrer qu'on peut maltraiter un enfant, même de donner des conseils pour maltraiter un enfant ». Ça arrive aussi dans certaines émissions. Mais on ne peut pas, parce que finalement, qui est protégé? On protège les personnes qui sont discriminées en raison de leur religion, en raison de leur appartenance à une ethnie. Quand vous regardez le texte, vous n'avez pas en raison de leur âge. Et ça, c'est dommage. Parce que si on pouvait justement considérer que une attitude discrimine un enfant en raison de son âge, par exemple, qu'on dise on peut le taper parce que c'est un petit, et finalement, nous, on pourrait faire une déclaration à l'Arcom et faire condamner ce type d'acte. Oui, mais finalement, on discrimine une population, parce que qui on conseille de gifler? Les enfants. Quand on vous dit
Donnez-leur une gifle et mettez-les au lit, ça leur fera du bien. On ne parle pas de la population générale, on parle des enfants. On dit qu'en raison de leur âge, on peut les gifler, il n'y a pas de sujet. Donc finalement, si on peut considérer ça comme une discrimination, comme considérer qu'on peut violenter une certaine population qui sont les enfants en raison de leur âge. Voilà. Merci. Merci. Alors, vous parliez de prévention tout à l'heure, vous posez la question sur la prévention. Effectivement, dans le programme Lanterne, et pour parler parentalité, il y a un volet pour les parents, c'est-à-dire que l'idée de ce programme, c'est de créer une communauté protégeante. Je reprends les mots, parce qu'au Canada, communauté n'est pas un mot péjoratif. Donc une communauté protégeante, c'est-à-dire les enseignants, les agents, mais également les parents et toute la société de manière générale. Donc, pour ce faire, il y a des ateliers parents. Donc, les parents sont invités à venir faire des ateliers sur les relations égalitaires et l'éducation à la sexualité pour un petit peu déconstruire ces croyances, finalement, de tout ce qu'on entend là, de la sexualité. Ils vont parler sexualité. Évidemment, qu'est-ce que c'est chez les 0-5 ans? Non, on ne va pas leur montrer le Kama Sutra, comme dirait une professionnelle gendarme du 56. Simplement, c'est très basique. Et voilà, rassurez-vous les parents, tout va bien. L'éducation à la sexualité, c'est déjà ne serait-ce que dire les vrais mots pour les parties intimes. Pourquoi ? Parce que ça permet, lors des auditions, d'avoir des choses claires, ou quand l'enfant dévoile des faits, même un professionnel, au moins il pose des mots, il dit vulve ou pénis, et au moins on est sûr que on sait de quoi il parle. Il n'y a pas 10 000 mots, c'est pas la zézette, c'est pas la lolotte, c'est pas tout ce que j'entends là, qui ne veut pas dire grand-chose finalement. C'est comme une oreille, c'est comme un pied, c'est le sexe, et c'est un mot. Et donc, cette prévention, elle est aussi auprès des parents avec des fiches parents. C'est-à-dire que dans ce programme, à chaque fois que le professionnel fait une action de prévention avec les enfants, il y a une fiche explicative pour le parent qu'on lui transmet, qui lui explique en détail tout ce qu'on a vu avec l'enfant, et ça lui permet de prendre le relais. Et donc, finalement, c'est très rassurant, parce que le parent, il peut être... Alors, non seulement il sait ce qui a été fait avec son enfant comme action, mais également il peut prendre le relais et faire également cette prévention. Donc ça, c'est vraiment le côté phare finalement de ce programme. Et donc ça rejoint ce que disait le docteur Lazimi sur ça commence à la maison finalement. C'est passer le relais aux parents, apprendre à faire de la prévention. Et je voulais rebondir parce que vous aviez parlé d'éducation bienveillante, et effectivement c'est un mot que l'on entend régulièrement et qui est un peu malmené, mais dans l'éducation bienveillante, il y a éducation. Donc faut pas, c'est pas laisser tout faire n'importe quoi aux enfants. C'est comme la méthode Montessori, on voit de tout. Les gens se le réapproprient et font effectivement parfois un peu n'importe quoi. Non, il y a un cadre également. Mettre du cadre, c'est pas un gros mot, mais ça peut se faire de manière bienveillante. Donc juste après, je vais pas. Mes collègues ont déjà bien complété sur cette question. Et je voulais également expliquer que, en tant que formatrice, j'entends quand même encore beaucoup de professionnels qui ont un discours extrêmement péjoratif vis-à-vis des parents. Et on a l'impression effectivement que parents, c'est inné. Et pour autant, ils sortent de quelques années d'études. Et on entend encore, oui, mais ce parent, il sait pas. Oui, je prends le cas d'une maman qui s'est fait menacer de placement de ses enfants parce qu'elle n'avait pas la bonne hygiène à la maison. Le biberon n'était pas lavé à chaque fois, les draps n'étaient pas changés régulièrement, etc. Donc il lui avait été fait un protocole. Mais c'est super ce protocole, sauf que elle ne le mettait pas en place. Donc les professionnels commençaient à s'énerver. Et puis en allant un petit peu voir de plus près, on s'est rendu compte très simplement que cette maman, elle ne savait pas lire et que personne ne s'était posé la question.
Donc c'est tout simple, mais c'est essentiel. J'avais juste une réflexion à poser par rapport à la prévention sur les bébés secoués, parce qu'on entend effectivement beaucoup parler à la maternité, mais je sais qu'au Québec, ce qui se fait, c'est que ça se fait très en amont, en fait, parce que la maman et le papa qui sont à la maternité et qui sont sur le point d'avoir un enfant ne sont plus en capacité d'entendre, donc ils risquent de faire du mal à leur enfant. Et donc cette prévention se fait très en amont, en fait, au Québec. Comment ? Et dès le démarrage, effectivement. Concernant du coup notre protocole Calliope, on accompagne également les parents. Quand l'enfant a été victime de violence, on a également un accompagnement parent pour lui permettre à ce parent de comprendre ce qui est travaillé avec l'enfant et puis lui permettre aussi de poser les choses. Et on a obligatoirement une séance bilan, alors avec l'enfant mais également avec les parents, pour voir le vécu qu'ils ont de l'audience, de ce qui a été le verdict, enfin voilà, comment ils le vivent. Et pour les victimes, c'est aussi important pour l'après, parce qu'il y a des victimes qui sortent très en colère et qui par exemple, n'ont pas sur un non-lieu, n'ont pas l'explication, n'ont pas la compréhension. Je pense à un jeune garçon qui comprenait pas parce que il attendait en fait ses médicaments parce qu'il y avait une ordonnance et il attendait du coup que le juge lui donne ses médicaments. Vous voyez, enfin il y a des choses comme ça. Bah oui, mais quand on n'a pas de protocole, en fait, on se doute pas que les enfants puissent avoir ces réflexions-là. Une grande majorité des enfants que j'ai pu recevoir avant 7 ans sont convaincus que si l'auteur n'est pas condamné, ça veut dire qu'ils vont aller en prison. Parce que s'il n'est pas condamné, c'est que c'est l'enfant, que les adultes pensent que l'enfant a menti et que donc ils vont aller en prison. Pour exemple. Un autre exemple, un enfant qui m'avait dit, de toute façon, moi je parlerai pas. Parce qu'il y en a un, là, il n'arrête pas de taper sur son ordinateur à chaque fois que je parle et il n'est pas gentil. En fait, il me parlait du greffier. C'est quoi un greffier ? Et puis quand il a compris ce que c'était un greffier, ok, ça va mieux, alors j'accepte de parler. Donc, l'importance d'avoir du protocole et puis de l'accompagnement, voilà. Oui, tout à fait. Oui, on va poser. Moi, il y avait juste la question sur le programme éducation nationale. Est-ce que vous avez été associé ou pas ? Et est-ce qu'il y a des propositions que vous attendez, puisque vous demandez une mission d'information, mais qu'est-ce que vous en attendez, quoi ? Il reste combien de... Non, j'avais envie de rebondir sur les choses qui ont été dites. J'avais envie de rebondir effectivement sur ce que j'ai entendu et ce qui a été dit. Je crois qu'effectivement, d'avoir une loi claire et ferme, c'est ce qu'on attend effectivement, de se dire, qu'est-ce qui est dans, quelque part, la normalité, où sont les limites, quel est le cadre. Et ce qui est délicat en fait dans cette histoire ici, c'est que ça touche la sphère privée et du coup la loi, jusqu'où elle peut intervenir. C'est ce que j'ai entendu aussi dans cette complexité-là. Maintenant, vous l'avez dit aussi, vous parliez même de discrimination par rapport à l'enfant, à l'individu. Donc là, il s'agit de protéger un individu. Donc on dépasse la sphère privée dans ces cas-là. Et on attend de la loi qu'elle intervienne. Je voulais juste partager le fait que moi, je suis récente en fait dans cet écosystème de la protection de l'enfance. Je m'y suis intéressée parce que j'ai vu certaines scènes, certains gestes, certains moments qui m'ont un peu choquée, et je me suis dit, mais en fait, comment je pourrais agir, qu'est-ce que je peux faire en fait ? Je constate des choses, on est plutôt en état de sidération. J'étais longtemps en sidération avec les chiffres, de la violence faite aux femmes et de la violence faite aux enfants aussi. Tout ça, ça m'a dépassée, on va dire, encore l'année dernière. Et puis en rejoignant cette association, j'ai pu effectivement voir que cette formation Lanterne, donc sur les 2 formations, donc j'ai pu participer à ces formations-là, et je me suis rendu compte
qu'en échangeant avec des professionnels voilà, qui se formaient également, eh bien, eux-mêmes se disaient on aimerait agir, mais on ne sait pas comment. Et parfois, quand on agit, il ne se passe rien derrière et l'enfant est toujours en danger. Donc, il y a un peu cette idée, vous parlez de communication, d'alerte incendie. Hein, on a des alertes incendie un peu partout, on sait quoi faire, quel protocole, etc. Et dans la formation lanterne, on apprend que l'alerte incendie, ça concerne très peu de cas finalement réels d'incendie, alors qu'une alerte, on va dire protection de l'enfance ou enfance en danger, 160 000 enfants, j'aimerais bien avoir devant moi là le parcours. Donc j'appelle qui, je vois qui, je fais comment je suis discrète ou voilà. Et les professionnels effectivement le disent également. Voilà. Donc et pour exemple. Les gendarmes qui ont été formés, donc je suis allée à la maison de protection des familles, donc voilà, j'essaie de rencontrer tous les intervenants, et c'est juste magique parce que là, cette année, l'agenda est plein pour la gendarme qui va intervenir dans une centaine d'écoles, c'est 1800 enfants. Parce que c'est ça aussi, là je parlais des professionnels, je parlais de toute personne, comment on agit, mais l'enfant il ne sait pas. Il ne sait pas non plus que ça c'est normal, ça c'est pas normal. Il a grandi dans un cadre, même nous on a grandi dans un cadre en se disant c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, la gendarme, elle intervient, donc c'est avec un jeu, on n'a pas parlé de Marvin, mais on a un petit Marvin que j'ai ramené aussi de Montréal, donc, qui permet aux enfants d'apprendre à ce qu'il y a un jeu, ça c'est un jeu, et ça ce n'est pas un jeu. Et donc on en discute. Et elle a quelques cas effectivement de ce qu'on appelle un dévoilement, donc ça lui permet aussi d'aller jusqu'au bout de la démarche. Cette formation, c'est apprendre ce jeu-là pour que les enfants puissent prendre conscience de certaines choses et intervenir. Donc derrière, il y a vraiment une action, c'est une formation action. Donc beaucoup de retours sur ça, mais j'avais envie d'insister parce qu'effectivement, moi-même, je me disais, mais comment je peux agir ? Et puis les parents, effectivement, et tu l'as très bien dit, c'est que souvent, on parle sexualité, alors là, c'est même, voilà, dans certaines instances, etc., bon, c'est un sujet, on ne parle pas. Là, ça parle d'amour, ça parle d'intimité, ça parle de son corps, du respect de son corps, etc. Donc, en fait, on déconstruit et on parle également donc, des relations égalitaires pour dépasser aussi cette notion homme-femme, etc., égalitaire, tout simplement. Donc voilà, donc c'est toucher tous ces acteurs, le professionnel, l'enfant. Là, ce serait bien qu'on en ait aussi à venir parler de leur quotidien, les parents, et puis finalement communiquer. J'ai bien aimé quand même la campagne qui a été faite sur #inceste. Je pense que c'était important, c'était effectivement, et il faut continuer en ce sens. Voilà, donc c'est quelle place on veut donner à l'enfant qui est un individu. On a nous-mêmes été des enfants. Je pense qu'il faut se le rappeler. Donc, qu'est-ce qu'on aurait souhaité ou qu'est-ce qu'on n'aurait pas voulu connaître ou vivre quand on a été enfant. Voilà. Et embarquer les hommes. Je voulais juste terminer là-dessus. Hein, parce que... Merci. Justement, vous avez répondu à ma question concernant nos amis les gendarmes qui œuvrent merveilleusement bien au sein des salles Amélie ou carrément dans la maison famille. Protection des... voilà, le mot protection. MPF, oui, avec les sigles. Et je voulais aussi, concernant... oui, on a été des enfants. Et en ce qui concerne cette tranche d'âge de 0-3 ans, est-ce que vous en rappelez? Bon, on ne s'en rappelle pas. On s'en rappelle pas. C'est ça la difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner les parents, les parents, les grands-parents aussi, pour d'autres mots MAUX, pour éviter la reproduction de violences ordinaires et bien d'autres violences moins ordinaires. Et je ne parle pas de gravité parce que tout est grave, mais bien plus impactante, on va dire, pour l'enfant. Voilà. J'ai oublié de répondre à la question, mais non, nous n'avons pas été sollicités pour participer au programme, mais nous sommes prêts. Oui.
Voilà, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne cherche pas à excuser le geste, surtout pas. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir une information bien en amont. Mais il n'y a pas que sur ça, il y a sur les écrans aussi, sur les casques aussi, les casques qu'on met dès le plus jeune âge pour calmer l'enfant peut-être, mais avec les dégâts irréparables. Ce matin, on a tenu une table ronde sur l'audition et ces dégâts sont considérables et irréversibles. Donc voilà, c'était dans ce sens-là aussi. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce que vous aviez annoncé en préambule, sur le chiffre de 500 bébés secoués par an. D'où on tient ces chiffres, et est-ce que ces chiffres, c'est la réalité ou c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg? Et est-ce que, alors vous avez répondu aussi là, au fil de l'eau aussi, 80% de ces actes de violence dans le tissu familial proche, parce que je pense aussi bien sûr aux assistantes maternelles. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur personne, bien au contraire, mais voilà, il y a aussi cette sensibilisation peut-être aussi, et puis après chez les grands-parents peut-être, ou chez les personnes qui accueillent, enfin voilà, ça prend aussi d'autres formes. Dans les crèches également. Alors, je vais essayer de répondre à un maximum de questions sur vos dernières questions. Alors oui, les assistantes maternelles, elles représentent, donc dans les auteurs de secouement de bébés, elles représentent 20%. C'est énorme parce que ce sont des professionnels de l'accueil du jeune enfant. Là, il y a un rôle important de la part de la PMI dans le choix aussi des personnes et les agréments que l'on va donner, pour mener une enquête aussi pour savoir si les personnes à qui on donne ces agréments sont en capacité de s'occuper d'un tout petit extrêmement vulnérable avec qui elles vont être seules. Sur le chiffre des 500 bébés secoués, c'est Necker, qui est centre de référence du bébé secoué, qui a donné ce chiffre pour l'année 2020. Donc je vous ai parlé des études, il y a eu des études en 2021 qui ont montré un doublement des cas, et là on revient sur cette tendance à 500 bébés secoués diagnostiqués par an. On est évidemment dans juste la face émergée de l'iceberg, et combien de bébés sont secoués dans l'intimité des maisons. En fait, ce qui se passe, c'est que tant que l'enfant n'est pas dans un état suffisamment grave pour que l'adulte ne puisse plus faire autrement que de l'emmener à l'hôpital, l'adulte qui a secoué va en général s'arranger pour ne pas avoir à montrer l'enfant à des médecins. Après, on a aussi la question de l'autre. Voilà, un parent peut s'inquiéter, soit parce qu'il n'est pas auteur de secouement. Et c'est ce qui explique en général ce retard de recours aux soins qui va aggraver le pronostic vital de ces enfants. Il faut aussi voir la question de la formation des professionnels de santé pour reconnaître aussi les symptômes du bébé secoué qui ne font pas forcément immédiatement penser à une atteinte neurologique. Quand on a un enfant qui va vomir, qui va geindre, etc., on peut penser à d'autres diagnostics. Et on a aussi le cas de bébés qui vont être présentés 1 fois, 2 fois, 3 fois aux urgences, avec des parents qui vont repartir avec un diagnostic de gastro-entérite ou d'allergie à la protéine de lait de vache, ou de parents trop inquiets. Donc oui, j'en reviens du coup à qu'est-ce qu'on attendrait de cette mission qu'on vous réclamait. Évidemment, déjà un état des lieux de la prévention, ce qui permettra de voir qu'il y a un gros... Alors peut-être que autour dans cette salle, on a eu la chance d'avoir des professionnels qui nous en ont parlé. Moi, de mon expérience personnelle, dans 2 maternités différentes à Paris, on ne m'en a jamais parlé, ni à moi, ni au papa de mes enfants. Donc, pour ensuite rendre obligatoire, justement, et structurer cette prévention dans toutes les maternités. Ce qui engendre une deuxième obligation qu'on attend, c'est évidemment la formation des professionnels de santé et de la petite enfance, de tous ceux qui vont être au contact des familles et des nouveau-nés, sur cette question de lutte contre les violences, et d'être en capacité ensuite de délivrer les bons messages aux familles, parce que cette prévention, elle ne doit pas être faite à la mère, pas que en tout cas, et elle doit inclure le coparent systématiquement, et ce, dès la grossesse, parce que, on le rappelle, la création d'un lien, plus il se fera tôt avec l'enfant, plus il va le protéger.
Et ah oui, et je vais peut-être laisser Maître Vernassière nous parler, parce que vous l'avez dit, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé pour nous en tant qu'enfants entre 0 et 3 ans. Pour autant, notre corps va s'en souvenir. Et les 1000 jours, la politique des 1000 jours nous l'a bien montré et a enfin donné sa vraie place à cet enfant dès la naissance. Très rapidement, alors... La question du chiffre, vous posiez la question d'où venait ce chiffre de 500 bébés secoués par an. Alors, ce n'est pas un chiffre national parce qu'on n'a pas en fait de chiffrage national de la violence infantile sur cette tranche d'âge. Donc, justement, on voudrait aussi un travail sur la codification PMSI pour une meilleure identification des violences et un meilleur chiffrage pour justement, parce que pour s'attaquer à une violence, il faut quand même d'abord la connaître. Alors les chiffres qu'on a, c'est des extrapolations. Donc le chiffre de 500, c'est effectivement Necker qui l'a donné. Donc c'est pas 500 bébés que eux ont constaté. Eux, ils ont constaté un certain nombre dans justement la population qu'ils prennent en charge et ils l'ont extrapolé à toute la France. On a des chiffres donc qui sortent en fait de Necker. On en a aussi qui sortent de Lille et d'autres hôpitaux et on se rend compte qu'il y a une concordance donc de ces chiffres et ça nous permet d'avoir une idée de cette maltraitance, de la partie émergée de l'iceberg. Vous avez parlé des crèches. Les crèches, finalement, on n'a quasiment jamais de cas de bébés secoués en crèche. Alors, on en a vu quand même un ou deux ces derniers temps, mais en fait, c'est parce que le système des crèches actuellement est mis à mal au niveau organisationnel et qu'on se retrouve avec un non-respect de la règle du binôme et avec des personnes qui se retrouvent seules avec un enfant. Vous avez vu ce cas dramatique à Lyon où justement une personne à qui on avait confié la garde des tout-petits se retrouvait à faire le ménage tout en gardant des enfants. Elle en avait marre d'entendre une petite crier et elle l'a aspergé des stops et lui en a fait boire. Et vous voyez, c'est ce type d'acte justement où vous vous dites mais comment c'est possible ? En fait, la violence infantile, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas imaginer. Donc c'est difficile à se représenter et à la combattre parce qu'on a envie de se dire qu'il y a d'autres explications. Mais voilà. Nous, on a décidé d'avoir une communication très directe. Ça ne veut pas dire après qu'on n'a pas de la douceur et de la diplomatie dans la façon de faire de la prévention. Mais je pense qu'il faut quand même vraiment avoir un changement dans le logiciel des violences pour pouvoir vraiment l'identifier et le combattre. Donc d'avoir une vision du tout petit comme un être qu'on doit avant tout protéger parce qu'il ne peut pas dénoncer son agresseur, il ne peut pas se défendre et de ne pas accepter la moindre violence à son encontre et d'avoir une réponse ferme. On dit, alors moi je réagis toujours sur justement les critiques qu'on fait sur l'interdiction des violences éducatives parce que j'entends souvent donc on ne pose pas assez de cadres aux enfants, on n'est pas assez strict, du coup les enfants après ils vont sortir du cadre, ils vont faire n'importe quoi, mais finalement moi je me dis que c'est les adultes qui n'ont pas de cadre, on leur met pas un cadre strict pour leur interdire d'être violents avec les enfants, on est trop lâche, on est trop dans la compréhension, trop dans l'attitude à leur trouver des excuses extérieures, c'est l'enfant qui pleurait trop, il était fatigué, au travail on lui mettait la pression, et finalement on responsabilise pas les adultes. Donc l'erreur qu'on reproche à certains parents d'être trop laxistes, finalement, moi j'ai l'impression que c'est nous qui sommes un peu trop laxistes dans les violences commises sur les enfants. Merci. Si vous me permettez, je voudrais apporter... je voudrais juste apporter deux petites réflexions par rapport je te laisse après Gilles, je te promets. On va finir par se battre nous deux. C'est une blague. La formation des assistantes maternelles, donc c'est départementalisé, donc c'est dans la loi. Gilles l'a rappelé en fait dans la loi du 10 juillet 2019. Or, nous on n'avance pas là-dessus en fait. C'est départementalisé, c'est confié donc aux soins, voilà. Et en ayant assisté à en ayant parlé à la formatrice d'un des départements qui forme donc tout un département d'assistantes maternelles, je lui ai demandé comment elle formait à la prévention des violences éducatives ordinaires. Elle m'a dit, en fait, moi je dis aux assistantes maternelles qu'il faut qu'elles prennent soin d'elles
Et puis quand elles prendront soin d'elles, elles seront zen et puis elles pourront s'occuper des enfants. Je dis oui, non mais moi je vous parle de VO. Ben voilà, ok. Donc voilà, ça dépend des départements. Des fois c'est voilà, donc il y a rien. Et puis il faut savoir que la prévention, donc la formation des assistantes maternelles aux violences faites aux enfants. Donc elles ont un cours théorique, hein, elles ont un certain nombre d'heures. Voilà, elles ont un cours théorique sur les numéros d'appel d'urgence, hein, le 119, etc., etc. Et puis après on leur donne la possibilité d'accueillir des enfants, et ensuite seulement elles sont mieux formées entre guillemets aux violences. Mais encore, quand je vous dis voilà, c'est de la façon dont c'est fait, mais du coup il n'y a absolument aucune formation avant qu'on leur confie pour la première fois un enfant, quoi. Une assistante maternelle, c'est un huis clos, hein. Donc en plus le lien d'attachement clairement entre le parent et l'enfant, l'assistante maternelle elle l'a pas, hein. C'est bon, bien sûr il y a de l'empathie vis-à-vis de ce nourrisson, mais on n'est pas attaché. Donc voilà, donc voilà, il y a un vrai danger, une vraie alerte, et je suis même surprise que ce soit que 20%. À la limite, c'est déjà énorme, mais voilà. Je vais juste être très bref. En violence, il était annoncé qu'il y aurait des autopsies systématiques de tous les enfants et nourrissons, examen post-mortem. Je ne sais pas si c'est fait, il faudrait qu'on ait une évaluation pour savoir si c'est fait. C'est le premier plan du temps de Laurence Rossignol. 2, sur la parentalité, pendant la grossesse, il y a des cours de préparation à l'accouchement. Il pourrait y avoir des cours de préparation à être parent. On l'avait proposé, ça n'a pas été fait. 3e chose, pour impliquer les hommes, et vous avez raison, le congé paternité qui a été augmenté à partir des remarques du plan de 1000 jours à 28 jours, c'est très bien, mais il faut qu'il soit obligatoire, il faut qu'il soit plus long, si on veut vraiment que les hommes s'adaptent à ça. Et la dernière chose que je voudrais rappeler, c'est, vous le savez peut-être, c'est les conclusions du Comité des droits de l'enfant qui exhorte la France à étendre l'interdiction au VO au territoire d'outre-mer, de veiller à l'interdiction des VO dans tous les territoires, en tout lieu, excusez-moi, d'étendre l'interdiction des VO au territoire d'outre-mer. Ce n'est pas appliqué. Non, les départements, oui, pas les territoires d'outre-mer. Oui, mais c'est depuis la loi. De veiller à ce que l'interdiction des VO soit mise dans tous les lieux, écoles aussi, c'est très très important, de remplacer, alors il nous propose de remplacer dans la législation les termes d'autorité parentale par responsabilité parentale, ça peut être intéressant, voilà, et de promouvoir l'éducation sans violence. Voilà. Merci. Anne, vous vouliez un dernier point rapide, parce qu'après, il faut que je libère mes collègues. Je voulais juste faire un lien avec ce que disait le docteur Lazimi sur permettre aux parents de parler de leur enfance. Il y a un professionnel qui travaille en suicidologie et addictologie qui me disait qu'il a évalué, je crois que c'est 95% de ses patients qui ont été victimes de violences dans l'enfance et qui n'en ont jamais parlé, donc qui décompensent, qui se retrouvent dans son service. Et il me parlait d'une séance systématique pour poser justement les violences vécues dans l'enfance, quelque chose de qui serait finalement on le fait avec les médecins pour les petits. Par exemple, on peut imaginer, je vais devenir parent, j'ai une séance avec un psychologue systématique, un psychologue formé à la question, bien évidemment. Je vois que M. Lazimi voilà, c'était juste très ça. Vite, très vite. Un mot, une phrase. Ça fait 20 ans qu'on se bat pour interroger tous les patients sur les violences qu'ils ont subies. On a commencé par les femmes, il faut continuer par les hommes, et il faut le faire avec les enfants. C'est très, très important. La jante masculine... mets ton micro au lieu de parler comme ça. Va jusqu'au bout. C'est sûr que la jante masculine a, elle aussi, de par le passé et encore aujourd'hui, a eu, comme les femmes et les enfants, je veux dire, je pense que sur ce plan-là, avec diverses formes de violence, les hommes aussi ont eu et ont toujours fort à dire. Donc la libération de la parole d'un homme, ça sera peut-être plus compliqué que celle d'une femme. Merci beaucoup à tous et toutes pour ce que vous faites chaque jour. Merci d'être venus. Et puis, on voit le tissu associatif dans notre pays est riche. C'est toujours compliqué de choisir en plus les personnes qu'on auditionne. Mais justement, c'est intéressant quand on dit un peu rationaliser, peut-être regarder comment on peut travailler ensemble. Je pense qu'on y gagnerait tous aussi pour être plus forts, pour faire
je vais dire, de la bonne communication, pour ne pas dire un autre mot. Merci à tous et bon courage.